Bonsoir à tous, merci pour l'invitation, la Société médicale de l'Institut. Je suis encore en bleu parce qu'on en a fait ce matin et des fois ça prend un peu de temps, donc je vais finir le programme ce soir. Voilà, donc on va reparler des occlusions chroniques coronaires sur un point un peu plus technique et sur les indications. C'est un projet qu'on a mené ici il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans avec toute l'équipe. Avec Pierre Meyer, Claude Mariottini, Philippe Durand et moi-même, où on s'est dit on va se lancer dans ce projet de mettre en place un programme pour essayer de traiter les patients qui ont des occlusions chroniques. D'où vient cette idée de traiter ces occlusions anciennes? C'est les Japonais qui ont développé ça il y a de nombreuses années, parce qu'au Japon, avoir une sternotomie, c'est vécu comme une mutilation. Donc les patients refusaient très fréquemment les pontages et les Japonais, les médecins cardiologues japonais devaient essayer de traiter des patients extrêmement compliqués puisqu'ils ne voulaient pas se faire ponter, donc ils se retrouvaient avec des procédures très compliquées. Donc il y a maintenant quasiment 15 ans, ils ont bien sûr traité par angioplastie classique comme on le sait maintenant les patients, mais ils ont aussi désobstrué des patients qui avaient des occlusions coronaires chroniques, donc très anciennes. Ce n'est pas ce qu'on voit du tout en phase aiguë d'infarctus. En phase aiguë d'infarctus, le thrombus est frais, l'artère est bouchée, on traverse très facilement. Au bout de en général 3 à 6 mois, quand c'est bouché, que ça n'a pas été débouché en phase aiguë, ça se constitue, ça devient de la fibrine, du calcium. Et là, c'est plus du tout la même histoire pour essayer d'aller passer avec nos guides. Donc ils ont développé des techniques pour essayer de désobstruer. Donc les premières procédures étaient très longues, ils pouvaient passer 4-5 heures sur un patient à essayer de le désobstruer avec des techniques que je vais vous détailler tout à l'heure. Et récemment, dans les dernières années, le matériel a complètement évolué. Pierre vous en a parlé. Les guides et notamment l'arrivée des stents actifs a permis de pouvoir traiter ces patients parce qu'on arrivait à mettre des très grandes longueurs de stents chez ces patients qu'on veut désobstruer avec des stents non actifs. Il y avait un taux de rosténose et de thrombose qui était surtout de rosténose qui était rédhibitoire. Donc voilà, donc c'est des procédures extrêmement complexes. Actuellement, du point de vue angioplastie coronaire, techniquement, ça fait partie des choses les plus difficiles à faire. Donc c'est un truc qui se fait en équipe. Il y a toujours dans un centre 1 ou 2 médecins, comme c'est le cas ici avec Pierre et moi, dédiés pour les faire. Mais les malades sont systématiquement staffés. On les staffe, c'est souvent tous les 4. On prend la meilleure décision, on en parle. Et vous ne pouvez pas faire ça, j'aime bien dire, tout seul dans son coin le vendredi soir à 19h, sans en parler à vos collègues, sans anesthésie, sans rien. Donc c'est vraiment un projet d'équipe. Donc j'insiste vraiment là-dessus parce que ça peut être dangereux. Pour ne pas avoir de complications, il faut tout le monde derrière soi pour faire ce genre de choses. Et des gens qui ont l'habitude. Alors, traiter les occlusions coronaires chroniques, ça avait mauvaise réputation un petit peu jusqu'à quelques années dans le monde de la cardiologie interventionnelle. Il n'y a que quelques médecins qui les faisaient, on les traitait un petit peu de fous parce que ça durait 4 heures, c'était potentiellement dangereux. Et c'était pas anodin, c'est qu'il y avait quelques idées reçues. Donc, la première, c'était que les occlusions chroniques n'étaient pas très fréquentes. On disait souvent, parfois à raison, mais aussi parfois à tort, que les collatérales que l'on développe quand on a une occlusion chronique étaient parfaitement suffisantes pour que le patient vive vieux et aille très bien. On disait que le traitement médical était suffisant. On dit aussi que ça n'améliorait pas la survie. C'est-à-dire que vous avez un patient qui a une occlusion chronique, qui a des collatérales, on considérait qu'il avait un pronostic aussi bon et que désobstruer l'artère n'amenait pas de bénéfice. Et aussi, effectivement, on avait cette image des Japonais qui passaient 5 heures là-dedans. Nous, ça nous semblait complètement fou, 5 heures sur la table avec des cathéters de partout. Ça avait l'air extrêmement compliqué. Et aussi, ça avait mauvaise réputation parce que souvent, quand on montrait des complications dans les congrès de cardiologie interventionnelle, c'était souvent des tentatives de désobstruction d'occlusion chronique avec des ruptures coronaires. Pierre vous en a parlé tout ça. En fait, le matériel a évolué, les études sont arrivées et les choses changent très très rapidement. Alors, qu'est-ce qu'une occlusion chronique coronaire? Donc c'est une occlusion qui est présente alors depuis au moins 3 mois, donc soit sur un plan clinique, c'est-à-dire un patient qui a décrit une douleur qui a duré plus de 12 heures constrictives, où visiblement il a fait un infarctus et il a survécu mais il n'a jamais consulté, ou c'est quelque chose d'angiographique, c'est un patient qui a une coronarographie dont on sait que l'artère est bouchée depuis 3 mois. Alors une première idée reçue, c'est la faible prévalence. Alors en fait cette prévalence est importante. Quand vous faites des coronarographies à des patients qui ont une cardiopathie ischémique, vous en avez quasiment entre 18% et un tiers qui sont porteurs d'une occlusion chronique coronaire. Donc c'est quelque chose qu'on voit fréquemment quand on fait des coronarographies. Et chez les patients qui ont eu un pontage, on se rend compte qu'il y en a la moitié qui ont des occlusions chroniques. Donc c'est-à-dire que l'occlusion chronique a souvent fait basculer le patient vers le pontage, mais il y en a la moitié qui sont pondés. Donc c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment dans notre pratique de cardiologue. Souvent, on disait qu'il ne fallait pas désobstruer ces occlusions chroniques parce que ça n'améliorait pas les symptômes.
des études récentes ont montré l'inverse. Pourquoi? Parce que la symptomatologie est souvent atypique quand on a occlusion chronique coronaire, et puis des patients qui se sont habitués à vivre avec leurs symptômes. C'est-à-dire qu'ils avaient une dyspnée, bon bah elle est là depuis plusieurs années, et puis on vit avec, ben voilà, c'est comme ça. Et même souvent, ils disent non, mais moi ça va, ça va. Une fois qu'on leur a désobstrué l'artère, ils disent docteur, depuis que vous m'avez désobstrué la coronaire, à l'effort, ça va beaucoup mieux. Donc souvent, les symptômes, c'est pas évident à leur faire dire, et toujours difficile de quantifier une dyspnée. Pour ce qui est de l'amélioration de cette étonne, des symptômes, vous avez cette méta-analyse, hein, donc c'est une énorme cohorte, hein, c'est une méta-analyse a posteriori qui est sortie en 2010 et qui a analysé en fait chez une grande quantité de patients qui avaient une désobstruction d'une occlusion chronique coronaire, ça faisait quasiment plus de 1000 patients. Est-ce qu'ils avaient été améliorés sur le plan des symptômes? Et en fait, les patients qui avaient eu un échec de désobstruction restaient beaucoup plus symptomatiques que ceux qui avaient eu un succès de la désobstruction. Vous voyez ici en bas à droite que c'est en faveur du succès pour ce qui est des symptômes. Donc l'amélioration des symptômes, elle est nette. Mais le plus gros challenge pour nous, c'est quand même la mortalité. Alors, on n'avait pas trop d'études qui montraient une amélioration sur la mortalité. Pourquoi on n'arrivait pas à le prouver? C'est parce qu'on sait tous qu'un patient qui a une occlusion chronique coronaire, pendant 3-4 ans, il va très bien vivre avant. Mais le bénéfice sur la mortalité, quand vous les désobstruez, vous allez le voir dans les 5, 10, 15 ans derrière. Puisque ces patients vont refaire des événements coronaires. Et s'ils ont une artère occluse, ils vont parler sur une autre artère. Et forcément, c'est tout simplement, vous avez 3 artères principales, vous en avez une qui est bouchée, vous faites un infarctus sur une des 2 qui vous reste, la situation hémodynamique va être bonne. Donc le bénéfice de désobstruer ces occlusions chroniques, on ne le sait pas encore, mais la tendance est qu'il va se faire sentir sur des études à très long terme et sur la survie à long terme. Donc c'est ce qu'a montré cette étude. Vous voyez en bas, le suivi est à 4 ans. Vous avez une population de patients qui est importante, hein. On est à plus de 11 000 patients qui avaient une occlusion chronique coronaire. Donc, ils ont eu une tentative de désobstruction de leur occlusion chronique. Et vous voyez qu'il y a une différence significative. Il y a eu donc un taux de succès de 8 840 patients qui ont eu un taux de succès de désobstruction et échec chez 3 000 patients. Chez 10 000 et 4 200 patients. Donc, plus de 14 000 patients, excusez-moi. Donc un suivi, bon, il y a des pertes de vue, il y a des pertes de vue, tout ça. Vous avez une différence significative sur la mortalité avec des courbes qui s'élargissent de plus en plus. C'est probablement ce dont je vous ai parlé avant. Et là, vous êtes dans des taux de succès. C'est une étude qui a été publiée en 2014 et avec des taux de succès qui sont de l'ordre de 70%. Actuellement, je vous le montrais tout à l'heure, on a avec les nouveaux matériaux dont vous a parlé Pierre, on a des taux de succès qui sont beaucoup plus hauts. Mais déjà, vous voyez, un bénéfice sur la mortalité. Alors ça, c'est une des idées, pareil, reçues qui est difficile à entre guillemets, à contrer, parce qu'on dit, bon, mais ce patient, géographiquement, quand j'injecte, il a des belles collatérales, et alors un truc qui est terrible, de dire, ouais, c'est comme un pontage naturel. Ok, c'est comme un pontage naturel. Étude. Étude. Il y a Pierre qui hoche la tête, mais je ne sais pas pourquoi. Ça se discute. Donc il y a une étude qui a essayé de voir, donc des patients ont eu des coronarographies, ils avaient des occlusions chroniques coronaires, et le cathétériseur disait les collatérales sont magnifiques. Donc on a une quantification pour savoir, donc une occlusion, mais avec une artère très bien reprise. Est-ce qu'on vit mieux? Donc il y a eu une analyse, donc il y avait 738 patients qui avaient une occlusion chronique coronaire avec des belles collatérales. Donc, il y en a 236 qui ont été traités médicalement, les essais de traitement médical. Parmi ceux qui ont été revascularisés, il y a eu 170 pontages et 332 angioplasties. Et vous voyez les résultats de l'étude. Donc, vous voyez que vous avez un suivi à 60 mois. Vous voyez que les bénéfices sont toujours sur des longs suivis. Et vous avez les deux populations avec une différence significative en termes de mortalité cardiovasculaire qui est très nette. Les patients qui ont été revascularisés survivent plus que ceux qui ont été ou pontés ou une tentative de désobstruction. Voilà. Donc je plaide un peu à charge quand même, hein, mais il y a des études qui sont dans ce sens-là. Pareil, je vous en ai parlé tout à l'heure. Si vous êtes porteur d'une occlusion chronique coronaire, on vous traite médicalement, on la laisse comme ça. Et dans les 5, 10, 15 ans qui arrivent, vous faites un événement cardiaque, le pire étant un infarctus sur l'artère qui n'était pas occluse. Et c'est bien évidemment les patients qui sont porteurs d'une occlusion chronique coronaire qui font un événement ont bien sûr un beaucoup plus mauvais pronostic. Là, vous avez les patients qui font un infarctus, qui ont une occlusion sur une autre artère, il y a une mortalité à 5 ans
qui sera beaucoup plus élevé derrière. Vous voyez, on est toujours dans des suivis très très longs, 5 ans. Et c'est tout à fait logique. Hein, c'est tout à fait logique. Et si vous lui avez désobstrué avant, forcément, quand il va faire son événement sur votre artère, s'il va désobstruer, ça risque de mieux se passer. Alors, je vais rentrer dans les indications. À quel patient on ne va pas désobstruer, on n'est pas comme ça quand même. Dès qu'on voit une artère bouchée, on ne se jette pas dessus pour la désobstruer. Il y a des critères qui permettent de nous orienter pour savoir si le patient va en tirer un bénéfice. Alors déjà, on le fait chez des patients symptomatiques ou chez les diabétiques quand il y a une ischémie silencieuse. Nous, on est très scintigraphie pour dépister et pour essayer de quantifier le degré de sévérité de ces ischémies. Donc on dit qu'il faut avoir un territoire sur au moins 10%. François Finker vous parlera de ça mieux que moi tout à l'heure s'il veut prendre la parole 5-10 minutes s'il y a des questions pour lui, mais il vous expliquera. Donc c'est à petit peu près les critères. Il faut une scintigraphie qui soit en tout cas positive, avec de la viabilité dans le territoire ou une ischémie de 10%. Les patients qu'on aime bien faire, Pierre vous a montré des beaux exemples tout à l'heure, ceux qui tirent vraiment un bénéfice, c'est les patients qui ont une cardiopathie ischémique, avec des occlusions coronaires un petit peu sur plusieurs axes. C'est notamment les patients diabétiques qui ont des altérations sévères de la fonction ventriculaire gauche. Souvent, on ne peut pas les ponter parce que le VG n'est pas bon. Les vaisseaux sont de petit calibre chez les diabétiques. Et souvent, on leur a dit, bon, bah, on ne peut plus rien pour vous, tout est bouché, traitement médical et on voit. Ces patients-là, c'est vraiment des très bonnes indications d'essayer de les revasculariser au maximum parce qu'on sait qu'en grande partie, ils vont récupérer une partie de la fonction ventriculaire gauche si on désobstrue les artères coronaires. Donc, les indications, Pierre vous en a parlé tout à l'heure, c'est les indications, mais là, c'est les indications de désobstruction, vraiment des occlusions chroniques coronaires. On a encore des niveaux de preuve qui restent insuffisants, mais c'est normal, les études sont au début et il faut un très long suivi. Mais en tout cas, vous avez les grades de recommandation 2A et il y a plusieurs façons de les déboucher. Alors, Pierre vous en a déjà parlé tout à l'heure, mais où et par qui? Qui doit faire ça? Quand vous faites des coronarographies, quand vous avez un centre qui a des angioplasties, il y a 10% des angioplasties potentielles qui sont des patients qui ont une occlusion chronique coronaire. Pour être opérateur à haut volume et avoir un taux de succès qui soit acceptable, il faut faire à peu près 50 cas par an, par opérateur. Ce qui fait que sur un centre qui ferait 1000 angioplasties par an, il faut 2 opérateurs à 50 cas. Donc ici, nous, on a une politique qui est très ouverte sur les autres centres. On a une bonne collaboration avec les médecins des centres hospitaliers qui sont des copains, mais aussi des cardiologues interventionnels, qui maintenant, on en parle beaucoup entre nous, savent les patients qu'il faut adresser ici, puisqu'on est devenu un centre référent là-dedans, pour les faire avec nous. Donc c'est très fréquent, encore ce matin, régulièrement, on a des praticiens hospitaliers des autres centres qui viennent faire leurs procédures ici, parce qu'il y a du matériel, parce qu'on a la chirurgie, et puis on a une certaine expérience là-dessus. Donc vous augmentez votre taux de succès si vous en faites beaucoup. Hein, c'est comme tout. Nous, on a été accompagnés ici, et on l'est encore, puisqu'il vient demain, par un médecin qui s'appelle Alexandre Avran, qui vient de Marseille, qui est probablement un des 3-4 meilleurs européens sur cette technique-là, qui est venu nous former et a commencé le programme il y a 2 ans. Donc quand il vient, il fait une procédure avec Pierre, une avec moi, enfin sa vie, et il nous a fait progresser. Et il nous a tout transmis sans aucun état d'âme, c'était super. Et voilà, donc on milite beaucoup pour que les médecins qui se lancent là-dedans aient des proctors. On a fait pareil pour les valves percutanées. C'est pas parce qu'on fait de l'angioplastie coronaire classique que le lendemain matin on va se réveiller et se lancer dans une occlusion chronique coronaire. Non, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. C'est des projets. Il faut être accompagné par des médecins seniors qui ont l'habitude pour faire ça. Donc c'était le cas. On a fait ça ici chez nous et ça a porté ses fruits. Il y a le problème du matériel. On utilise énormément de matériel. Ça peut chiffrer très très vite. Hein. On peut aller sur une procédure jusqu'à 5-6 000 euros, puisqu'il y a du matériel en grande partie qui n'est pas remboursé, donc qui est financé par les structures. Donc ici, attends qu'on paye le matériel dédié, qui est extrêmement cher. Donc voilà, on se débrouille comme ça. Il faut 2 salles de coronarographie. Les procédures peuvent durer 3 heures. Il ne s'agit pas que vous ayez un infarctus qui arrive. Vous dites non, je ne peux pas le prendre parce que je fais une occlusion chronique coronaire. Bon, nous, on a 3 salles, donc on est très très à l'aise. Il faut bien sûr, et ça c'est très 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 important, la présence d'un anesthésiste en salle. Pourquoi? Les procédures sont longues, les patients ne doivent pas bouger, vous pouvez avoir une complication, quand elles arrivent, peuvent être très graves, il faut les gérer vite, il faut une équipe réactive, donc des équipes qui ont l'habitude de gérer ça. Donc nous, maintenant tous les patients ont quasiment une consultation anesthésiste et l'anesthésiste est présent en salle, quoi. Parce que s'il y a un problème, il faut pouvoir le régler très vite et il ne faut pas perdre de temps. Et c'est des anesthésistes de chirurgie cardiaque, donc ils ont tous l'habitude de gérer ces situations qui peuvent être parfois, si ce n'est pas géré très vite, catastrophiques. Alors comment procède-t-on? On y arrive enfin, pour désobstruer ces artères qui sont bouchées depuis longtemps.
D'abord, on analyse le film. Pierre vous a montré pas mal d'exemples. Et on va analyser le type d'occlusion qu'on a. Donc, on a une classification qui va nous permettre de savoir le taux de succès attendu et la durée attendue de procédure. Donc, cette classification, elle est sur la gauche. On va regarder là où l'artère est bouchée, l'aspect que ça a, la zone bouchée. Soit vous avez quelque chose qui a l'air un petit peu effilé, et l'artère est bouchée derrière, mais vous voyez qu'il va y avoir un petit passage où nos petits guides vont pouvoir s'infiltrer. Soit l'artère est arrêtée, net et franc, et là, vous ne savez pas où il faut passer. Donc ça, c'est l'absence de moignon, ça va vous donner un score de 1. Est-ce que c'est calcifié? On parlait du rotablator, nous on n'aime pas les calcifications, parce que pour passer au travers, c'est toujours plus dur, donc ça rend la procédure beaucoup plus compliquée. Est-ce qu'il y a des angulations? Pour naviguer avec nos guides, ça va nous rendre les procédures très difficiles. Le cas que vous a montré Pierre tout à l'heure, il y avait une angulation terrifiante. Donc ça, c'est très difficile de traverser. Et bien sûr, la longueur de l'occlusion. Au plus les occlusions sont longues, au plus ça sera difficile de progresser dedans et le taux de succès sera plus bas. Donc on obtient un score. Est-ce qu'il y a déjà une tentative? Un échec, c'est quelque chose. On obtient un score qui va de 0 à plus de 3. Et ce score, je vais vous montrer sur la diapositive ici, va nous donner un temps approximatif de procédure et le taux de succès attendu. Donc c'est le JCTO score. Alors pourquoi JCTO? C'est pour Japan, puisque c'est les Japonais qui ont développé ce score-là. Vous voyez que si vous avez un score très bas, à 0 ou à 1, vous avez un taux attendu de succès de la procédure qui sera quasiment de 100 ou 98%, avec un temps de procédure qui sera de moins d'1 heure très souvent. Par contre, si ce score est élevé, il va falloir s'attendre à passer probablement plus de 2 heures sur le patient, avec un taux de succès qui va chuter à 78%. Ce qui permet, nous, de discuter avec le patient, d'informer de ce taux de succès. Moi, je leur dis un petit peu près à tous, voilà, on va faire cette procédure, le bénéfice que vous pouvez en avoir, c'est ça, et avec un taux de succès qui sera ça. Voilà. Alors, comment s'y prend-on? Alors, depuis quelques années est développée l'approche hybride, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs techniques pour désobstruer cette artère. Pierre vous a montré plusieurs exemples. Et il faut pouvoir maîtriser toutes ces techniques, parce qu'au cours d'une même procédure, pour augmenter notre taux de succès, on va entre guillemets pouvoir jongler entre toutes ces méthodes, et il faut toutes les maîtriser, et toutes indépendamment les unes des autres sont des techniques très particulières qui nécessitent une formation. Pour désobstruer une artère qui est bouchée depuis longtemps, la plus simple, c'est le trait vert. Vous voyez, c'est la flèche verte. On passe dans le sens du sang, dans le sens dit antérograde, on traverse l'occlusion et on arrive dans la lumière derrière l'occlusion de façon naturelle. Une autre technique, c'est ce qu'utilisaient les chirurgiens vasculaires jusqu'à récemment, qu'ils utilisent toujours, c'est quand vous ne pouvez pas passer directement dans le thrombus qui est calcifié, qui est dur, on contourne et on passe dans l'intima de l'artère, qui lui est beaucoup plus souple, beaucoup plus accessible. Et après, la difficulté, c'est la flèche orange. C'est une fois que vous êtes dans l'intima, il ne s'agit pas de mettre un stent là-dedans, vous allez on va tout exploser, c'est de retrouver la vraie lumière après l'occlusion. Donc il y a des techniques particulières de dissection réentrée. On dissèque l'artère et on la récupère la vraie lumière derrière. On s'est rendu compte que c'était souvent plus facile de les désobstruer, non pas dans le sens du sang, mais en rétrograde. C'est-à-dire que l'occlusion est dans un sens, on va essayer de la traverser non pas dans le sens classique de l'artère, Pierre vous a montré un exemple tout à l'heure, mais on appelle ça en rétrograde, c'est-à-dire que soit le guide traverse en rétrograde, soit il traverse non seulement en sous-intimal, mais en rétrograde. Donc là, on utilise l'artère contralatérale, qui donne des branches septales pour passer et désobstruer en rétrograde. Je vais vous montrer des exemples. Ça sera plus clair avec des exemples. Donc vous voyez, on appelle ça l'approche hybride, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir jongler entre toutes ces techniques. C'est difficile de proposer une tentative de désobstruction à un patient si vous avez un opérateur qui ne maîtrise pas l'ensemble de ces techniques. Voilà. Donc, vous avez en bas le plus classique, c'est-à-dire qu'on passe dans le sens du sang. Donc, soit on passe dans le sens du sang, dans la vraie lumière, via le thrombus, ça c'est l'idéal. Soit on ne peut pas et on passe un guide en sous-intimal et on rejoint la vraie lumière, comme je vais vous montrer en bas. Et en haut, vous voyez là, vous avez un exemple. On a amené un ballonnet dans la paroi de l'artère, en intimal. Ouais, si j'ai une flèche, ça sera plus clair. Hop. Voilà ici. Donc ça, c'est la méthode la plus classique, c'est celle qu'on utilise au quotidien quand on fait de l'angioplastie coronaire. On passe un guide dans la vraie lumière et c'est magnifique. Quand on a ça sur une occlusion chronique, c'est très court, on est content. C'est rarement le cas, c'est le cas dans 40% des cas. Si on ne peut pas, on va essayer de passer en sous-intimal, c'est-à-dire qu'on va amener un guide qui sont des guides extrêmement perforateurs, qui vont aller passer non pas dans la lumière, mais dans l'intimal de l'artère. Et la difficulté sera après de rejoindre la vraie lumière. Donc on a des systèmes pour piquer et rejoindre la vraie lumière. Là, on est dans le sens du sang. Mais des fois, ce n'est pas possible. Ici, vous avez une occlusion de l'artère coronaire droite ici. On essaye de passer et on ne passe pas. Dans le sens du sang, c'est souvent plus difficile de passer. Donc on va passer en rétrograde. Pour passer en rétrograde,
on va utiliser les fameuses branches collatérales. On va amener un microcathéter ici. On va le passer dans les branches collatérales et on va aller désobstruer l'artère en rétrograde. Donc Pierre vous a montré un exemple tout à l'heure, ce n'était pas par l'artère native, mais c'était par le pontage. On désobstrue en rétrograde, on récupère notre petit guide qui va passer ici dans le cathéter ici, et vous avez un guide en fait qui sort, qui rentre par une fémorale ou par une radiale. Il arrive ici, il fait le tour par les septales, il rentre dans l'autre cathéter et il ressort par l'autre fémorale. Et une fois qu'on a ça en place, et bien là on a beaucoup d'appui pour aller désobstruer l'artère. Donc on doit pouvoir jongler dans toutes ces techniques. Donc je vous montre un exemple de chaque, comme ça tout sera très clair. Donc ça c'est le cas, on va dire, le plus facile, c'est la progression antérograde du guide. Vous avez le guide qui progresse, on va dire, dans la vraie lumière de l'artère. Alors parfois il peut partir dans la paroi, on n'est pas au bon endroit, mais on peut essayer de le faire rejoindre la vraie lumière. Je vais vous montrer un exemple ici. Alors, vous voyez qu'on fait toujours des doubles injections, c'est-à-dire qu'on injecte en même temps la coronaire droite ici, et on injecte en même temps le tronc commun gauche ici. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on utilise les collatérales pour bouger et pour voir où est-ce qu'on arrive. Donc là, vous avez un patient. C'est pas facile à voir. C'est un médecin de Fréjus qui m'avait proposé ce cas. Je n'avais pas vu le film avant. Il me dit oui, il y a une occlusion chronique à faire. Ok, on l'a fait ensemble, tel jour, en problème. Je regarde le film avant, je dis mais en fait l'occlusion, elle est ici, sur l'artère marginale ici. Et l'artère distale, elle est reprise juste ici. Donc vous avez une occlusion sur plus de 40 mm ici. Quand on voit ça, on se dit qu'il va falloir traverser tout ça sans voir où on va. Il y a quelques années, moi, je n'aurais jamais tenté ça. Bon, je dis, je pense que le taux de succès là, moi j'ai attaqué, je dis, à mon avis, on ne va pas y arriver. Mais bon, le patient était assez jeune. Il avait, je crois, 68 ans, et 63 ans, et il était assez gêné avec un angor d'effort. Bon, test ischémique, scintille, tout était en faveur d'une tentative. Donc vous voyez qu'on amène un guide ici. Donc là, on a ce qu'on appelle un microcathéter. C'est un petit cathéter avec une lumière très fine à l'intérieur qu'on amène ici, qui nous sert d'appui pour essayer de traverser l'occlusion. Donc on y va très très prudemment. Et on progresse dans l'occlusion avec des guides qui sont absolument fabuleux. Il y a quelques années, ça n'existait pas. Nos guides n'avaient pas la force ou étaient trop dangereux pour faire ça. Vous voyez qu'ils progressent dans ce qui semble être l'occlusion. Et voilà, ici, je voulais encadrer. Vous voyez qu'on est dans le cas de figure que vous a montré déjà Pierre tout à l'heure, c'est qu'il a progressé, mais il est parti en sous-intimal. Vous avez la vraie lumière attendue, qui est quelques dixièmes de millimètre au-dessus. Et là, si on gonfle un ballonnet là, on va disséquer l'artère, on va avoir une rupture coronaire. Donc il faut essayer de retrouver, on est passé en sous-intimal, de rejoindre la vraie lumière. Et là, on a pu le faire avec les nouveaux guides. Et vous voyez qu'en travaillant sur le guide, hop, on a réussi à jumper là et récupérer la vraie lumière artérielle. Donc on le voit ici. Alors pour être sûr quand même, parce que c'est des petits vaisseaux, là on est sur du moins de 1 mm, qu'on est vraiment dans la lumière artérielle, on injecte de l'iode directement dans le microcathéter pour voir si on est vraiment dans la bonne lumière. Et on voit normalement le bout de la coronaire droite apparaître, et vous voyez la marginale, pardon, ici. Et vous voyez, on a des branches collatérales, c'est-à-dire qu'on est vraiment là où il faut. Donc une fois qu'on est en place, en général la procédure est gagnée à ce stade-là. On peut dilater au ballonnet, on peut ouvrir notre artère, on sait qu'on n'aura pas de rupture ou de dissection majeure. Et après c'est du classique, on met nos stents. Vous voyez qu'on vient d'ouvrir l'artère, vous voyez que cette artère que je trouvais pas super, entre guillemets, en fait était énorme et expliquait que le patient soit symptomatique, parce que vous voyez le résultat ici après stent, vous voyez ce qu'on a récupéré ici. Voilà. Moi pour être franc, même il y a quelques mois, ce genre de choses-là, je pensais que c'était infaisable, mais vraiment on a un savoir-faire, mais le matériel quand même nous aide énormément, impressionnant. Voilà, donc là c'était le cas le mieux. Il y a un autre cas où vous partez dans la paroi de l'artère, et impossible, comme je vous ai montré là, de rentrer avec nos guides pour revenir, on n'y arrive pas. Ils ont mis au point des ballonnets ici. Vous voyez que le guide ici, il est parti dans la paroi de l'artère, on n'arrive pas à retourner. Ils ont mis au point des ballonnets, ce sont des ballonnets d'angioplastie coronaire très petits, qui sont perforés avec des trous latéraux. C'est-à-dire qu'on va amener un guide qui est quasiment une aiguille, ici, qui va passer dans un des trous latéraux du ballon, et qui va venir retrouver la lumière. Donc on va littéralement piquer l'artère après l'occlusion pour retrouver notre vraie lumière. Là, vous voyez, il y a comme une aiguille là. Donc on revient piquer et ensuite on retrouve notre vraie lumière parce que c'est parfois très difficile avec nos guides d'aller retrouver la vraie lumière. Donc, vous voyez le ballonnet gonflé, ici on pique, on va passer. Donc ça c'est la dissection réentrée, je vais vous montrer un exemple. Vous avez donc toujours une double injection du tronc commun gauche et de la coronaire droite. Vous avez une très très longue occlusion de la coronaire droite ici. Vous voyez qu'elle est occluse sur plus de 50 mm, proximale ici. C'est une énorme artère, vous voyez le lit d'aval est très beau.
Et vous voyez qu'ici, ben, les collatérales redonnent l'artère. Donc on essaye toujours de passer avec nos guides de façon classique, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez que ça c'est un guide, toujours notre petit microcathéter. Et vous voyez ici que quand on injecte, visiblement le guide n'arrive pas à passer dans l'occlusion, il est très très loin de la lumière normale. Donc là, si vous gonflez un ballonnet à cet endroit-là, ben, vous avez une rupture coronaire et un accident grave. Hein. Donc là, ce n'est pas du tout la zone. Donc on essaye de travailler et on va amener un microcathéter en sous-intimal, comme je vous ai montré tout à l'heure ici. Il n'est pas dans l'artère, mais il est dans la paroi de l'artère. On va le remplacer par un ballonnet et on va essayer, grâce à ce ballonnet perforé sur le côté, voilà, comme c'est le cas ici, d'aller piquer et retrouver notre vraie lumière. Donc notre ballon est ici. Je ne sais pas si vous voyez le ballon là. Il y a deux petits plots. Il est dans la paroi de l'artère. On amène un guide et vous allez voir qu'il va sortir par le côté du ballon et il va aller piquer l'artère pour essayer de retrouver la vraie lumière. Vous voyez qu'il y a ce mouvement de ressaut. C'est le moment où le guide sort de l'espace sous-intimal pour entrer dans la vraie lumière. Voilà, je vous remets. Vous voyez le ballonnet là, il y a deux petits plots là. Ils sont dans la coronaire, ici où il y a mon truc, il y a les deux petits plots. Le guide arrive et il sort par un des trous latéraux du ballon. Tac, là, vous voyez qu'il sort sur le côté du ballon. Et il va piquer et hop, se faufiler. Donc là, on a un guide qui fait espace vraie lumière. Il passe dans l'espace sous-intimal et il rejoint la vraie lumière. Vous voyez ici qu'on contrôle par l'injection rétrograde le guide. Et vous voyez qu'il part dans la vraie lumière artérielle. Une fois que c'est ça, en général, nous, on sait que c'est gagné. Et là, on ouvre donc l'espace sous-intimal au ballon, mais on va créer une brèche ici, on va rejoindre la vraie lumière. Et vous allez voir que si je ne vous le dis pas, vous allez croire que c'est l'artère normale. Hein, et vous ne savez pas que les stints sont en sous-intimal. Le résultat final, là, toute cette zone-là, tous ces stints-là sont dans l'espace sous-intimal. Et on rejoint, vous voyez, quand on rejoint ici bah, l'artère coronaire droite qui est très belle ici. Mais en fait, on a créé un espace sous-intimal. Donc il n'y a pas plus de thrombose, enfin il y a un peu plus de rosténose, mais c'est pas. Voilà, dernière technique, et après ça sera la fin. Donc des fois, malheureusement, on ne peut pas utiliser ces deux techniques dont je vous ai parlé. En antérograde, dans le sens du sang, ça ne passe pas. Donc on passe par les septales, parce que c'est souvent le thrombus se refranchit, enfin le caillot, l'occlusion se franchit des fois plus facilement en rétrograde, parce qu'on bute un peu moins sur la partie proximale. Donc là, vous avez, c'est un autre cas. C'est souvent des droites, hein, les occlusions. On voit une occlusion chronique de la droite ici, sur une longueur de 25 mm. Donc on essaye de passer en antérograde et le guide part visiblement complètement à l'extérieur de la lumière. Ici, le guide d'angioplastie. Voilà. Donc il n'avance pas. Donc là, on s'est dit on va utiliser donc, la voie rétrograde. Donc on analyse les septales, c'est-à-dire vous avez ici une injection du tronc gauche. Vous avez l'IVA ici, vous voyez ces artères septales là, ici, ce sont les artères qui connectent, les fameuses collatérales, qui viennent amener du sang dans la coronaire droite, qui est dans la distalité de la coronaire droite qui est thrombosée ici, elle est ici, hein, par ces artères septales. Donc nous, on va naviguer le long de ces artères ici, essayer de trouver une qui communique avec la coronaire droite et remonter en rétrograde. Donc on a pareil du matériel spécial, qui coûte très cher d'ailleurs, mais des microcathéters qui sont adaptés à pouvoir naviguer dans ces petites septales, puisqu'elles font rien, quoi. Elles font 0,02 mm. Donc il faut du matériel vraiment extrêmement fin pour naviguer là-dedans, et sans les perforer ou sans avoir des risques majeurs. Hein. Voilà, et vous voyez ici qu'on a un microcathéter qui passe ici, il descend le long de la septale, c'est ce fameux microcathéter, et on a amené un guide, le même type de guide qu'il y avait en antérograde qui ne passait pas, on l'a monté dans la coronaire droite à rétrograde. Et vous voyez qu'il arrive complètement sur le cycle de l'occlusion. Donc là, le but, ça va être de franchir l'occlusion en rétrograde et de venir récupérer notre guide dans ce cathéter ici. C'est très difficile de traiter l'artère, c'est quasi impossible, en amenant les ballonnets, les stints, par les septales qui font quelques millimètres, c'est pas possible. Donc nous, il faut qu'on arrive à récupérer ce petit guide-là, le remonter dans ce cathéter, l'extérioriser à la fémorale en bas, et une fois qu'on l'a extériorisé, on l'a en place, et là, on va pouvoir monter nos ballonnets. Et on sait qu'il sera dans la bonne lumière puisqu'il ressort ici. Donc c'est pareil, c'est du matériel spécial. Et ce matin, Pierre vous en parlait, je n'ai pas pu le rentrer dans le cathéter parce que c'est très difficile d'aller viser dans le cathéter quand vous remontez à rétrograde. Donc je l'ai sorti dans la horte et on a des systèmes de lasso qu'utilisent les radiologues. Je l'ai récupéré avec un lasso et on a fait un truc. On a récupéré. Vous voyez qu'ici, on essaye avec, vous voyez le petit guide là qui est en rétrograde. On essaye d'aller piquer et de récupérer, rentrer, et oui, parce que sinon on peut plus travailler. Donc on manipule et effectivement on a des nouveaux guides. Et vous voyez ici, hop, qu'on l'a ramené dans le trou. Je ne sais pas, c'est très très fin, mais je ne sais pas si vous le voyez arriver là.
Avec le guide, il fait ça, ça, ça. Là, il y a le micro-cathéter. Vous suivez mon point. Il y a le guide ici. Et vous voyez qu'il a été ravalé dans le cathéter ici. Donc là, on est dans une situation qu'on aime bien, puisqu'on a notre guide. Et là, on peut travailler pour maintenant désobstruer l'artère. Pendant que tu travailles, le cœur, lui, il va. Donc, tu es obligé Voilà, de alors, réaliser, quoi. il faut faire très, très, très attention. Parce que là, vous avez un guide qui sort par une fémorale, une radiale, qui rentre par une fémorale, une radiale, et qui ressort par une fémorale. Donc ça fait une boucle dans le cœur. Si vous tirez les deux, vous cisaillez le cœur en deux. Vous voyez ce que fait le truc là? Si vous tirez les deux, vous cisaillez le cœur. Hein. Il y a eu un... Il y a eu... Pas ici. Quand on le retire, il faut le retirer d'un seul côté. Ouais, ah oui, oui. Si tu tires les deux, tu... T'as intérêt à avoir un bon avocat. Voilà, donc là, c'est gagné pour nous. On dilate avec des ballonnets. Vous voyez qu'on récupère cette magnifique artère coronaire droite ici. Hein. Vous voyez que maintenant, le sang circule dans le sens antérograde. Et vous voyez que on a complètement inversé les flux. Hein. L'artère était donnée par là et on a récupéré cette magnifique artère ici qui est une énorme artère. Vous voyez que les artères qu'on vous a montrées, les exemples qu'on vous a montrés avec Pierre, ce pas des petites coronaires. C'est des patients qui sont souvent jeunes. Hein. Je ne vous cache pas les âges. Vous voyez là, 47 ans. Donc vous voyez qu'on est dans des patients sont gênés. C'est difficile d'imaginer qu'un patient de 47 ans, on va le laisser pendant les 40 prochaines années avec cette artère énorme complètement bouchée en disant oui, les collatérales, ça va suffire. Je veux bien. À discuter, mais je veux bien. Donc je vais conclure. On est rentré maintenant, nous, à Dzang, dans le... On a eu la chance, Alexandre Avant, comme il a vu qu'on était très motivé, il nous a fait rentrer comme centre européen, référent pour les occlusions chroniques coronaires. Donc on est obligé, entre guillemets, de référer tous les cas qu'on fait tous les ans. C'est dans un registre qui est européen. Donc j'ai pas complété parce que c'était en octobre, on en a fait quelques cas depuis. Donc en Europe, on est à 65. J'ai pas tout rempli parce que j'ai pas eu le temps, mais il faut les rentrer dans la base de données. On a fait 65 cas cette année. On a fait 65 cas comme ça. J'en ai rentré que 39 parce que je suis un peu feignant. Vous avez le nombre de patients faits sur l'Europe, c'est 1550 occlusions chroniques. En Europe, on est à peu près, il va y avoir une cinquantaine de centres à en faire beaucoup. Nous, à Dzang, on est à peu près dans les 10 premiers. On est 9e là, depuis ce matin. Et vous avez ici le taux de succès européen qui est de 83%. Donc ça, c'est octobre 2015. Et nous, c'est notre taux de succès, on est à 83%. Je n'ai pas rentré tous les patients, il y en a 60. Mais en fait, on est à peu près à ce score-là. Donc vous voyez que le taux de succès des récents, 2015, est très supérieur au taux de succès qui était observé dans les années précédentes. On est à 65-70%. Les opérateurs très haut volume, les meilleurs européens, sont à plus de 90% de succès de procédure. Donc c'est des techniques qui se développent. Il faut les développer dans des conditions de sécurité optimales, mais c'est à venir. Nous, il y a quelques patients jusqu'à présent qui partaient au pontage parce qu'ils avaient 2 lésions simples à gauche et une occlusion chronique à droite. L'occlusion chronique, on ne pensait pas que c'était possible de la faire. Maintenant, on tente l'occlusion chronique. Si on n'y arrive pas, on les envoie au pontage. Et si on y arrive, on se retrouve avec une occlusion chronique et 2 lésions simples à droite, donc ça évite le pontage. Chez des patients parfois jeunes. Voilà. Mais c'est toujours discuté en équipe. Hein, voilà, ce genre de choses. Ouais, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été clair. Je pense que